De qui j'ai appris sur le sujet du genre? Euh, je pense que j'ai appris sur le sujet du genre à travers un organisme qui s'appelle Moissy, c'est un collectif afroféministe en France, et en fait qui proposait des ateliers, qui proposait des discussions, des ateliers, qui sensibilisaient à beaucoup d'enjeux liés aux femmes noires et notamment à des enjeux liés au genre. Et je pense que c'est vraiment par cet organisme que j'ai eu les premiers questionnements, je dirais, sur le genre. Ouais. Est-ce qu'il faut que je réponde les yeux fermés ou est-ce que je peux ouvrir les yeux pour répondre ou est-ce que... Euh... Alors ma chambre, je dirais pas quand j'étais vraiment enfant parce que j'étais dans une chambre avec mes frères. Du coup, voilà, c'était pas... mes parents essayaient de faire en sorte que la chambre soit la chambre des 3 enfants. On était 3 donc. Par la suite, j'ai eu ma chambre et là, et je dirais que c'était plutôt une volonté de ma part que celle de mes parents. J'avais demandé à mes parents d'avoir un papier peint princesse. Donc j'avais un papier peint rose princesse dans ma chambre. Puis j'ai vraiment supplié ma mère, qui était là, je vois pas trop la pertinence, mais bon, si c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu auras. J'avais un papier peint rose, j'aimais vraiment voilà, les Barbies, j'aimais ce genre de choses-là. Mais très rapidement, je m'en suis défaite parce que à la fois j'aimais cet univers un peu très rose, parce que ma chambre était très rose, il y avait vraiment énormément de choses roses. Mais mon intérêt très jeune, ça a été la littérature. Puis la littérature, c'est là qu'il y a beaucoup de déconstruction, même dans la littérature jeunesse, sur certains enjeux. Et du coup, très rapidement, ma chambre était plus remplie d'ouvrages que de jouets genrés, je dirais. Mais c'est vrai que c'est drôle maintenant que j'y pense, que c'est vraiment moi qui ai fait la demande à mes parents d'avoir un papier peint princesse rose dans ma chambre. Je dirais que ma culture a influencé très grandement ma perception du genre parce que mes parents sont donc haïtiens. Je dirais que dans les cultures afrodescendantes, on a quand même des cultures qui sont très patriarcales, où il y a bien évidemment cette image un petit peu de la petite fille sage, alors que mes frères sont plus aventureux. Donc effectivement, je pense que même de voir autour de moi, mes oncles, mes tantes et les gens avec lesquels j'ai grandi, on a cette conception quand même assez figée, je dirais, du genre. Mais j'ai eu la chance qu'il y ait eu cette influence de la culture, mais que mes parents sont quand même des parents assez déconstruits. Et du coup, d'avoir... oui, effectivement, j'ai grandi dans cette culture-là, mais que grâce à une éducation qui était quand même une éducation relativement ouverte, de ne pas être figée non plus dans ces conceptions. Oh, mais mes parents me décriraient comme une femme, je suis une femme hétéro, cis, et je pense que... Bon, après, mes parents ne diraient pas femme hétéro, cis, là, non, mais je pense qu'ils iraient vers quelque chose de très simple, là. Ouais, ma fille, c'est une fille... puis ils ont un petit peu ce côté très ma petite fille, ma fille. Donc je pense qu'eux sont quand même dans cette vision assez figée de ce que je suis pour eux. Ouais. Qu'est-ce qui me définit davantage? Est-ce que c'est mon genre? Est-ce que c'est ma culture? Ou est-ce que c'est mon âge? Sincèrement, je dirais que... Après ça, c'est ma posture en tant qu'afroféministe. Ma posture est entièrement, totalement intersectionnelle. Je ne suis pas juste femme, je suis une femme noire et pour moi, je ne peux pas enlever mon identité de personne noire. Quand on me voit dans la rue, on m'identifie immédiatement. Donc socialement, être noire, c'est une construction sociale. Hein. C'est que la société a décidé que je serais noire et je suis noire. Et je ne peux pas enlever cette identité-là, je ne peux pas l'ôter. De la même façon que cette identité de femme a un impact réel dans ma vie, sur le marché du travail, un impact dans mes rapports sociaux. Puis on peut parler aussi de la question de l'âge, mais pour moi, l'âge, c'est un élément qui est quand même important, mais pas tant que ça. Moi, je parle d'un élément de classe qui, pour moi, m'identifie davantage. Donc pour moi, ces 3 éléments, la classe, le genre, et aussi cette identité culturelle, je ne peux pas les enlever. Oui, j'ai grandi dans un milieu populaire et ma façon d'interagir avec les gens, mon rapport avec certains milieux très privilégiés, très élitistes, je suis quand même si j'ai fait des études, même si je m'exprime d'une certaine façon, il y a quand même ce rapport de classe qui demeure.
Et je pense que c'est des choses que je ne peux pas dissocier. Il n'y a pas de primeur pour moi. Et ça, je pense que c'est le fait d'être une femme noire. Je pense que des personnes qui ne sont pas racisées ont plus une tendance à dire « Ah, mais moi, je suis une femme ». Et c'est pour ça que je me disais c'est aussi complètement du féminisme blanc. Parce que, ouais, d'accord, c'est cool, on est des femmes, mais il y a d'autres enjeux aussi qui sont à considérer. Non, je n'ai pas de difficulté à prendre position. Après, je pense que c'est mon caractère. Non, que ce soit quelqu'un de ma famille qui est plus établi, qui a un certain âge, ou que ce soit la nouvelle génération, s'il y a quelque chose à dénoncer ou à relever, bah, je le ferai, quoi. C'est pas... Ouais. Je ne pense pas que ni ma culture limite ma capacité à l'autodétermination. Je pense que... Non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose à déconstruire, que je déconstruis, mais que... Non, je pense pas. En fait, je pense que je suis pas la meilleure personne pour répondre à ce genre de questions parce que je suis quand même militante et depuis que je suis adolescente, et du coup, il n'y a pas des choses que j'ai dans ma vie, j'ai un regret, oh, j'aurais dû réagir comme ça. Et en plus, j'ai un caractère très fort. Du coup, même dans les établissements scolaires, à l'université, peu importe le professeur, s'il y a quelque chose pour moi qui est problématique, j'ai ma petite sœur, j'ai mon rapport avec elle et je lui explique certains enjeux, je l'aide à déconstruire, puis j'ai jamais eu le sentiment de ne pas aller jusqu'au bout de ce que je suis et de ce que je pense. Donc, c'est étrange, hein, mais je n'ai pas l'impression d'être la personne pour répondre à cette question en particulier parce que c'est un travail que je fais depuis quand même assez jeune. Ouais, et aussi je pense que c'est un privilège d'avoir pu quitter la maison assez tôt, de m'être installée en Amérique du Nord, d'avoir ce rapport avec d'autres cultures, d'autres identités, un autre rapport au monde et d'être... Mais en fait, je trouve que c'est intéressant parce que le fait d'être loin de la famille, peut-être que c'est ce qui m'a permis de me déconstruire un petit peu et de... parce que, en fait, pardon, concrètement, je pense que si j'étais restée en France, si j'étais restée avec ma famille, peut-être que j'aurais pas été aussi déconstruite. Et le fait d'être loin, d'être éloignée, oui, j'aime ma culture, mais d'être éloignée un peu de cette culture qui parfois a des tendances un petit peu, je dirais, à réduire un petit peu, si c'est le terme que je peux utiliser. Le fait d'être loin, ça m'a permis de me déconstruire et du coup, c'est un questionnement que... Il n'y a pas des choses que je regrette, des choses que je n'ai pas dites, parce que très tôt, j'ai vécu loin et je n'avais pas forcément ce regard de mes parents, de ma famille qui va me dire « Ah, mais pourquoi, admettons, t'es habillée comme ça ?» ou « Pourquoi… Et là, je suis à un âge où on ne peut plus rien me dire, en fait. Quand j'avais peut-être 18 ans, 19, 20 ans, oui, mais là, on ne peut plus rien me dire, donc je pense que oui, c'est... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne pense pas. Je n'ai pas répondu. Je pense que sincèrement, les moments qui m'ont marqué en réfléchissant sur mon genre, c'est principalement ceux de se dire que ah mais en fait je suis la seule femme dans cet espace. Oh, je suis dans un espace de travail où tu sais, il y a le regard masculin qui va te dire ah mais tu prends trop de place, ah mais et je suis quelqu'un d'assez ferme et du coup il y a une espèce de cette gêne avec dans un espace de travail qui est majoritairement masculin, cette gêne à avoir une femme qui prend les décisions ou qui dit les choses telles qu'elle les pense. Et du coup, je pense que je me suis rendu compte des fois dans des espaces que j'occupais, des espaces importants, mais j'étais là, mais je suis toute seule. Pourquoi je suis toute seule? Et même si je prétends avoir cette force ou quoi que ce soit, mais le fait d'être seule, ben, on se sent tout de suite mal à l'aise, observé. Ben, je peux pas être, et en plus moi c'est dans un double rapport, je peux pas être la seule femme, et en plus la seule femme noire qui va porter un discours. C'est-à-dire que si je, excusez-moi de la vulgarité, mais si je fuck up, ben en fait, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de femmes? Ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de personnes noires qui vont être embauchées ici? Et c'est un peu ce truc-là où des fois je réalise que je suis dans des espaces où mais c'est vraiment difficile, c'est pas adapté. On est en 2020 quoi, on est au Canada, puis tu te dis, il y a des espaces où comment je vais expliquer ça à mon responsable que ah ben là j'ai du mal à venir au travail parce que j'ai mes règles en fait et j'ai vraiment mal au dos. Est-ce que j'ai envie de passer par...
Et c'est dans ces moments-là où je me dis, mais c'est fou de ne pas avoir un espace où je peux parler à quelqu'un qui peut-être comprend, vit les mêmes réalités. C'est chiant. C'est chiant et tu as toujours ton responsable hiérarchique qui va être un homme cis, hétéro, qui est éduqué sur rien du tout. Ouais, ça, c'est dans le cadre du travail, c'est vraiment... Des fois, c'est lourd. Ouais. Je pense pas avoir des pensées ouvertes liées à l'identité sexuelle ou l'identité de genre. Parce qu'il y a quand même un lien quand même entre les deux, mais je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être éduquée. Et je pense que c'est éduquée pas par moi, éduquée par des amis qui sont concernés. Et je pense que ça passe juste par ça, en fait, de laisser la parole, d'entendre des gens qui sont concernés. J'ai vraiment la chance d'avoir... Hier soir, avant de venir ici, j'étais en conversation avec un de mes super bons potes, là, qui est un homme trans, je lui pose des questions tout le temps. Ouais, mais du coup, est-ce que, dans le cadre de la transition, est-ce que c'est vraiment un enjeu qui... Et en fait, il m'apprend des choses, puis des fois, je prends juste le temps d'écouter. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée du souvenir trans. Est-ce qu'on prend le temps de savoir pourquoi c'est cette journée-là? Qu'est-ce qu'on commémore? Et je pense que le fait, et là encore je ressors beaucoup ce truc-là, mais le fait d'être une femme noire et de vivre un certain nombre de discriminations, moi, dans la convergence des luttes, et c'est toujours les personnes racisées qui sont dans une convergence des luttes, mais ça m'impose d'être aussi, parce que je vis des formes d'oppression, d'essayer de comprendre les formes d'oppression que d'autres personnes vivent. Et je pense que j'ai la chance d'être éduquée, pas parce que j'ai des connaissances ou quoi que ce soit, j'ai la chance d'être éduquée parce qu'il y a des gens qui sont concernés, qui m'apprennent. Et j'écoute. Et je pense que des fois, les gens qui sont bloqués par la culture, qui sont bloqués par l'âge ou qui sont bloqués par différentes formes pour déconstruire leur identité, enfin leur idée de l'identité de genre, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas des personnes et qu'ils n'ont jamais pris le temps. C'est ouais, je vais lire ce qu'il y a dans les médias ou je vais lire aujourd'hui le Conseil québécois LGBT sort un guide qui s'est mieux nommé et mieux nommé et mieux... Enfin bon bref, c'est un guide à vocation des médias pour savoir comment finalement nommer, comment je suis en rapport avec une personne trans ou non-binaire, c'est quoi les termes que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux pas utiliser, puis ça a été fait par des personnes concernées. Puis je pense que c'est un peu ça le truc de savoir dialoguer avec les personnes concernées. Je suis vraiment désolée, by the way, parce que mes réponses sont super longues. Ça, c'est un défaut académique. De toujours faire des longues réponses. So my bad, désolée. Ma perception du genre a changé radicalement au cours de ma vie. Et je pense que c'est le fait d'être arrivée notamment au Canada, d'avoir rencontré des personnes qui exprimaient leur identité de genre de façon non conventionnelle, dite non conventionnelle, pardon. Et en fait, c'est ça, c'est d'avoir rencontré des gens et j'étais là, oh mon Dieu, mais cette personne est tout aussi valide que moi. En fait, je connaissais juste pas sa réalité et en la connaissant, je suis, oh mon Dieu, tu sais, j'avais une conception trop figée de la vie, je savais pas, je comprenais pas. Puis en fait, je pense que ça a juste changé en rencontrant des gens exceptionnels qui m'ont trop bien éduquée, qui m'ont appris trop de choses. Et franchement, je ne sais pas comment remercier ces gens-là. Je pense que si je n'avais pas rencontré toutes ces personnes-là, puis en même temps, pardon, mon discours il est un petit peu lourd parce que je ne veux pas qu'on pense que c'est la responsabilité des personnes queer, par exemple, d'éduquer d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées par le discours. Je pense que ce n'est pas ça non plus. Mais sincèrement, je pense que c'est vraiment ma rencontre avec des amis proches qui sont vraiment concernés et qui m'ont appris des choses qui a changé complètement ma conception du genre. Complètement. Ouais. Qui m'intéresse. Comment je le fais moi, j'ai un organisme qui s'appelle Nigra Juventa, qui est un organisme afrodescendant qui promeut les cultures et l'histoire afrodescendante et africaine à travers les arts visuels et médiatiques. Et cet organisme-là, par exemple, a toujours intérêt dans le cadre, on propose des expositions, des conférences, etc., de toujours aussi rentrer en dialogue parce qu'il y a un tabou dans les communautés noires, de façon très claire et réelle, sur l'identité de genre et l'identité sexuelle. Et en fait, on va faire une expo, on va inclure une personne non-binaire. On va faire une expo, on va inclure une personne trans. On va faire une expo, on va rentrer en dialogue avec les communautés queer, les personnes qui sont directement concernées. On va faire des conversations et en fait, c'est par le biais de l'art
pour ma part. Puis c'est vraiment le mandat de l'organisme, travailler avec les communautés noires, bah, c'est beau et c'est intéressant. Mais dans les communautés noires, il y a plein d'identités, que ce soit l'identité de genre, l'identité sexuelle, que ce soit des gens qui viennent de différents milieux. Hein. C'est pas parce que je suis noire que ça veut dire que je viens forcément d'un milieu particulier. Il y a des gens qui sont bourgeois, comme il y a des gens qui viennent de milieux populaires, comme il y a des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, comme il y a des gens qui viennent des Caraïbes, comme il y a des gens qui viennent qui ont grandi en Europe, etc. Donc il y a tous ces éléments à mettre en dialogue. Et en fait, moi, la façon dont je réfléchis et j'enseigne et j'éduque, c'est vraiment par le biais de l'art et en faisant rentrer en dialogue des gens qui sont juste concernés. C'est ça. D'adresser les problèmes en rapport avec notre compréhension actuelle du genre, du culture et de Les 5 choses que je ferais, en fait, sans être trop dans des grosses mesures, etc., en fait, j'engagerais juste des gens qui sont concernés. C'est tout, en fait. Je pense que dans tous les enjeux, c'est juste de prendre... J'adore ça, d'avoir des panels qui parlent du manque de représentation des femmes dans les milieux médiatiques avec 5 hommes blancs. Ça, c'est mon... Ça, j'adore ça. C'est vraiment... Je me dis, mais comment ces mecs, ils sont tellement à l'aise de parler de choses qui ne les concernent pas. Ils sont à l'aise, ils sont 5, ils se regardent. Bah, écoutez, les femmes, c'est vrai qu'elles n'ont pas, machin. Ou d'avoir 5 hommes blancs, 6, qui vont parler d'enjeux qui concernent les communautés trans. En fait, pour moi, c'est juste... Ça, c'est juste la mesure. J'irai pas avec 60 mesures, j'irai juste avec une mesure. Aller chercher des gens qui sont concernés et les mettre dans des positions où ces gens seront capables de faire du changement. Moi, il y a plein de choses que je ne vis pas, des réalités que je ne vis pas. Oui, je vis des réalités en tant que femme, mais je ne suis pas une personne non-binaire, je ne suis pas une personne trans. Donc, il y a des réalités auxquelles je ne suis pas confrontée. Puis si je ne demande pas à une personne qui vit ces réalités-là de m'éduquer ou d'être un vecteur de changement, ben, je peux avoir les meilleures intentions du monde, il n'y a rien qui va jamais se passer parce que je vais avoir plein d'angles morts. Et de la même façon que des fois, je suis trop fascinée par ces trucs-là, ces tables d'hommes qui sont concernés par rien du tout et qui sont toujours en train de dire ah ben, on devrait faire ça, on devrait faire ci. J'ai une femme que je connais qui m'a dit que bah non, désolé, ça fonctionne pas. Non. Ouais. Ben, oui, je dirais que en fait, je sais qu'à chaque fois que j'aborde des enjeux liés, même que ce soit des enjeux liés au genre, je ne peux pas les dissocier des enjeux liés au fait que je sois une personne noire. Et en fait, je pense que que je comprends en parlant et ce que j'ai compris aujourd'hui en vous parlant, c'est que, en fait, l'intersectionnalité, c'est pas juste un concept super cool et tendance que tout le monde aime bien utiliser pour rien. C'est une réalité, puis c'est une approche à adopter. Puis on peut pas, pour ma part, ça c'est parce que je suis une personne noire et qui, comme j'ai dit, qui vient d'un milieu populaire, je peux pas réfléchir au genre sans mettre ça en dialogue avec ces autres éléments-là. Et en fait, je le savais, je pense, mais là je me rends compte que effectivement c'est quelque chose de vraiment central dans ma compréhension de beaucoup de choses. Ouais, je pense que si on veut collectivement déconstruire ces éléments-là et amener la conversation plus loin, il faut aussi penser ça serait intéressant de s'interroger sur l'identité de genre par une personne qui est en situation de handicap aussi. Qu'est-ce que ça veut dire parce que nos réalités ne vont pas être forcément les mêmes. Donc je pense qu'il y a ce rapport aussi à adopter, je pense, intersectionnel, réel. Pas celui qui est super beau à écrire sur un papier, celui qui s'applique vraiment. Ouais, je pense que c'est ça.